Le thème de la conférence canadienne sur la santé mondiale cette année, c'est le changement climatique. Ce que nous voulons faire dans ce forum, c'est de considérer de manière plus flexible et élargie le changement qui a lieu dans les secteurs économiques, sociaux, politiques, également l'environnement physique, qui sont tous parmi les déterminants de la santé. Cette édition du forum, par conséquent, nous permettra de considérer tous les changements, nous permettra de partager nos expériences et nos idées, même des nouvelles données en provenance de plusieurs sources importantes pour voir comment, dans l'avenir, nous pouvons avancer vers une plus grande sécurité financière en nous basant sur l'environnement existant. Et à ce moment-ci, je pense que j'aimerais souligner que depuis 2 ou 3 ans, je dirais à partir de l'Assemblée générale des Nations unies, sur les déterminants sociaux de la santé, également les objectifs de développement durable et l'agenda 2030, l'environnement nous a appuyé davantage pour la santé et le mieux-être. C'est par conséquent l'objectif de ce forum de considérer comment nous pouvons bâtir sur ces politiques et programmes qui nous soutiennent, cet environnement qui nous soutient pour trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux plans, de nouvelles motivations qui pourront contribuer à un avenir plus sécuritaire et plus en santé en utilisant la promotion de la santé et du mieux-être. En ce qui a trait au livrable, ce que nous allons tenter de retenir suite à ce forum, c'est si nous pouvons publier un document qui pourra présenter les résultats, un document qui présentera les résultats de toute la conférence. Si nous pouvions utiliser cela comme base pour des initiatives futures de santé globale, santé mondiale. Et je sais que cela viendra assurément. Alors, donc, devant nous, nous avons un groupe de conférenciers de prestige. Nous avons des participants de plusieurs milieux et je crois que nous aurons un forum mondial sur la promotion de la santé qui sera réussi. Alors, sans plus attendre, je vous invite à débuter. Excellent forum cette année à tous. Bonjour, je suis Wendy Catherine et je suis directeur exécutif de Health Nexus. C'est une organisation d'éducation à la santé au Canada. Health Nexus, je suis directeur exécutif et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 10e Forum mondial sur la promotion de la santé, organisé par l'Alliance pour la promotion de la santé avec nos partenaires comme Health Nexus. En conjonction avec l'Alliance, Health Nexus est fier et nous avons la chance aujourd'hui de vous présenter un bel ensemble de conférenciers avec le Dr Tedros Ghebreyesus, suivi par le Dr Bushus et le Dr Hippocrate, directeur du département de la promotion de la santé de l'Organisation des Nations unies. S'il vous plaît, on va débuter avec le vidéo. Mr. Bernard Kadassia, Monsieur Bernard Kadassia, président de l'Alliance pour la promotion de la santé, chers invités, chers collègues, chers amis. Bonjour.
Bon après-midi et bonsoir. Merci de me donner l'opportunité de partager quelques réflexions avec vous aujourd'hui. La pandémie du COVID-19 nous a tous affectés. Les vies et les emplois ont été affectés. L'économie mondiale est en récession et des failles plutôt géopolitiques se sont accrues. Les politiques soulignent l'importance des liens entre les institutions et le public. Toutes les mesures entreprises par les gouvernements pour répondre à la pandémie du COVID-19, la distanciation sociale, le lavage des mains, la quarantaine, le port du masque, etc., cela peut réussir ou échouer selon l'implication de chaque communauté pour se protéger et protéger les autres. La politique elle-même est la réponse à ces demandes de rester à la maison. Les autres restrictions ont exacerbé l'inégalité et la pauvreté. Ce n'est pas une crise qui peut être résolue par les gouvernements seuls, ni par l'ONU seule. Cela exige la réponse de toute la société, avec des communautés impliquées et outillées. Les organisations de la société civile jouent un rôle prédominant dans les communautés également pour pouvoir répondre aux besoins des groupes vulnérables. La COVID-19 a démontré qu'on ne peut pas simplement attendre jusqu'à la prochaine pandémie. Nous devons nous concentrer sur la préparation et la prévention. De la même façon, le traitement de la maladie est essentiel. C'est un appel à tous les pays pour mieux utiliser les mesures éprouvées pour la santé, pour prévenir les maladies et pour pouvoir utiliser les ressources disponibles. Pour cela, nous avons besoin que le gouvernement, que toute l'association puisse répondre aux besoins des malades et des mourants, en tenant compte de tous les aspects, l'air, l'eau et les aliments, les conditions dans lesquelles nous vivons et travaillons. Et on ne peut le faire qu'en reconnaissant qu'il y a des liens intimes entre la santé des êtres humains, des animaux et notre planète entière. Voilà pourquoi la santé des populations fait partie de l'une de nos principales stratégies. Nous pouvons atteindre nos objectifs que grâce à votre appui. Voilà pourquoi je vais mettre sur pied un groupe de travail sur la santé et le mieux-être avec des organisations qui sont impliquées dans la promotion de la santé. J'attends à ce que le comité se rencontrera bientôt, qu'il pourra avancer dans ses travaux. Nous n'avons pas de temps à perdre. La promotion de la santé, ce n'est pas seulement faire la bonne chose, c'est qu'il y a plus de choses à faire, mais des choses intelligentes. Quand nous protégeons la santé, nous protégeons également les entreprises, l'économie, l'éducation, l'égalité de genre, la paix, la durabilité, etc. Au bout du compte, le COVID-19 est le rappel que la vie est fragile, que la santé est ce qu'il y a de plus précieux sur la Terre, et que même si les choses peuvent changer, nous sommes une seule humanité. Nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble pour un monde plus durable, plus juste et plus en santé. Merci. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, bonsoir aux participants de la conférence canadienne sur la santé mondiale ainsi que du 10e Forum mondial sur la promotion de la santé. Cette rencontre a pour objectif de contacter les activistes, mais également les professionnels de la santé. Donc aujourd'hui, c'est une réponse à l'invitation de l'Alliance pour la promotion de la santé, une ONG basée en Suisse. Nous avons comme invité le professeur Lona Tikouche qui va nous expliquer jusqu'à quel point nous avons pu progresser, quels sont les défis actuels à la promotion de la santé. Nous allons commencer en nous présentant. Je suis Veronica Chiruria du Kenya, originellement, et je suis
praticienne de santé. Je travaille maintenant à l'Institut de santé mondiale, à l'Université de Heidelberg en Allemagne. Bonjour, je suis Michael Detin. J'aide Véronica pour cet événement. Je suis médecin d'origine hongroise, ancien politicien. Également, je donne des conférences à plusieurs universités et je suis membre de plusieurs organisations. La communauté de santé mondiale connaît le professeur Kate Bush assez bien, mais laissez-moi vous dire simplement qu'il est l'un des créateurs de ce concept de promotion de la santé auprès des Nations Unies et de l'université. Il est également président du Centre mondial de santé à l'Institut de développement international à Genève. C'est très intéressant. Les déterminants politiques de la santé ont des liens avec la politique, la diplomatie, etc. C'est intéressant. Mais laissez-moi répondre à la première question. Il y a 4 ans, à Shanghai, lors des remarques de clôture à la conférence sur la promotion de la santé, il a été très clair que la promotion de la santé est devenue un thème politique et mondial. En fait, la promotion de la santé apparaît et mentionnée dans des documents très importants comme l'une des déclarations des Nations Unies de l'année passée, ainsi que dans d'autres documents. Alors, est-ce que cette approche peut devenir tangible pour nous? Merci, Michaeli. Merci, Véronica. Il me fait grand plaisir de participer à cette conversation. Bonjour à tous. Bonjour à l'audience. Pour répondre à votre question, Michaeli, je pense qu'il y a une différence si l'on considère le progrès qui a été fait dans la promotion de la santé en tant que discipline et en tant qu'approche. Vous savez, il y a 5 domaines de la charte d'Ottawa. On reviendra à ça. Alors, rappelez-vous, le sous-titre de la charte d'Ottawa, c'était vers une nouvelle santé publique et le message clé était de pouvoir outiller les gens et les communautés. Et je pense que c'est rare qu'en santé publique et en santé mondiale, comme dans ce document, on veut outiller les gens pour être aussi forts que maintenant. On peut également mentionner les contributions féministes pour la promotion de la santé mondiale, le mouvement de décolonisation pour la santé mondiale. Ce message de renforcer les gens, outiller les gens est important. L'autre message clé, c'est que la santé est une ressource pour la vie quotidienne. Et initialement, cette discussion sur la ressource était un petit peu trop basée sur l'économie. On prenait cette notion d'investissement dans la santé. Au début, c'était peut-être un peu trop cela, mais maintenant, je pense que la promotion de la santé, c'est une mentalité. Si vous voyez les SDG 3, ça ne parle pas seulement de santé, ça parle de mieux-être. Cette notion de santé comme ressource, là où les gens vivent, travaillent et ont des loisirs. Comment avoir une bonne vie, ça devient plus important. Et la promotion de la santé en tant que discipline, en tant qu'approche, cela a permis ce genre de réflexion depuis les dernières 30-35 années, de plus en plus fort. Merci. Avançons vers le thème de la pandémie. Cela a trait à ce que vous avez mentionné et j'aimerais mentionner le sud mondial, la région du sud du monde, en relation avec le nord. Alors, si vous considérez l'Afrique, nous voyons qu'il y a eu un dépassement des attentes par rapport aux résultats de la pandémie, en dépit de tous les défis quotidiens. Donc, quelles sont les leçons que l'on peut apprendre de l'Afrique, de la part du Sud mondial, en termes de promotion de la santé? Que pouvons-nous apprendre de l'Afrique?
Véronica, c'est une question extrêmement importante et je veux simplement dire que suite à ce que vous avez dit, le sud mondial regarde vers le nord mondial. Et donc, je pense que c'est important et nous apprenons cela, surtout durant la pandémie du COVID-19. Quelle est la leçon clé tirée du sud, que ce soit la tuberculose, la polio, etc. Nous avons appris de l'importance des communautés, de l'implication des communautés. Jusqu'à un certain point, dans le nord du monde, nous avons perdu cette compréhension de l'importance des communautés pour répondre aux problèmes de santé. Bien entendu, dans le nord, dans la partie nord du monde, nous avons perdu la relation, la compréhension culturelle d'une maladie infectieuse et nous avons trouvé que l'expérience suite à l'Ebola, l'infrastructure que nous avons dans plusieurs pays du Sud, suite aux efforts d'éradication de la polio, plusieurs de ces choses ont contribué. Et un autre des facteurs, c'est que l'Afrique a une population extrêmement jeune. Donc, la distribution des victimes du COVID-19 est très différente. En même temps, il y a le message que nous pouvons apprendre par rapport aux inégalités de santé en ce qui a trait à la promotion de la santé. Il y a l'état de pauvresse des jeunes, des enfants, des femmes, qui est une tendance extrêmement préoccupante. Et ici, dans le Nord, nous devons voir comment nous pouvons partager les ressources, comment nous pouvons partager des biens. Je sais à quel point est-ce que le Nord, la partie nordique du monde, peut aider le Sud. On pourrait également annuler les dettes des pays du Sud pour nous aider à passer à travers cette crise. Ilona, les communautés de santé mondiale reconnaissent votre rôle dans le développement de la diplomatie du concept de diplomatie mondiale de santé. Alors, suite aux défis de la pandémie, il y a des défis de santé. Cela inclut les déterminants de santé, les maladies infectieuses, les organisations, le changement climatique, etc. Donc, cette idée de diplomatie de santé mondiale implique plusieurs aspects. Quel est le rôle de la promotion de la santé dans ce processus? Michael, depuis le tout début, la promotion de la santé considère les déterminants de la santé en termes de prérequis et de langue de mots. Cela a changé. C'est très intéressant, c'est important de revenir à la charte et de voir que c'était le premier document de l'OMS qui parlait des défis écologiques et qui créait cette synergie entre le mouvement écologique et le mouvement de la santé. Et vous vous en rappelez, à Ottawa, nous avions invité les représentants du mouvement des femmes en reconnaissant que ces mouvements étaient extrêmement importants, jouent un rôle important pour l'avancement de la santé, pour pouvoir exprimer les objectifs de promotion de la santé. Alors, je pense que premièrement, si on se concentre sur les déterminants, cela a renforcé à travers la commission déterminante de la santé, nous voyons que cela s'est renforcé. Et pour répondre à votre question, nous voyons également deux autres déterminants qui sont critiques. L'un d'entre eux, c'est les déterminants commerciaux de la santé, c'est-à-dire le fait que dans une société de consommation de plus en plus mondialisée, notre vie quotidienne de plus en plus est définie par des objectifs commerciaux. Également, dans les autres sphères, je suis très, très content de voir qu'il y a tellement de travail maintenant sur les déterminants commerciaux. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les déterminants politiques. Et nous le voyons clairement aujourd'hui. À nouveau, nous devons souligner ce fait,
La santé concerne toujours les choix politiques. La santé concerne toujours l'autorité et ces changements de pouvoir doivent être également inclus dans nos discussions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que votre point nous amène à la question sur la transformation numérique. Alors, il y a bien entendu les déterminants commerciaux, il y a les aspects de transformation numérique. Il y a de plus en plus de partenariats qui font la promotion de la transformation numérique. Nous pouvons dire que l'avancement de la technologie a été une contribution positive pour pouvoir survivre à cette époque. Et il y a des avantages pour la santé mondiale. Certains disent cela. Certains ont parlé de infodémie. Quelles sont les leçons apprises en termes de promotion de la santé, surtout à cette époque de transformation numérique? Véronica, premièrement, je pense que la promotion de la santé doit vraiment se concentrer sur la transformation numérique et ses divers aspects en tant que priorité. Je pense que ça commence à se transformer en l'un des déterminants de la santé que nous devons explorer plus profondément. Moi, j'ai également mentionné l'aspect sombre de cette transformation numérique, comment cela peut empêcher les gens de s'outiller ou de devenir autonomes. Et il y a l'aspect de la surveillance. Et il y a ce thème de l'infodémie, c'est-à-dire l'information à laquelle nous ne pouvons pas faire confiance. Alors, il y a le thème de la littératie de santé également. C'est un mouvement qui prend de plus en plus de force. Il y a la littératie technologique. Alors, quand nous parlons de autonomisation, outiller les gens, c'est que plusieurs personnes perçoivent cela. Comment nous tenons en compte de la démographie, des interrelations humaines. Le défi, c'est d'avoir une approche de développement qui va inclure la littératie de santé, littératie numérique, la littératie civique. Voilà les choses très importantes. Et comme nous le faisons en santé publique aussi, les mesures de réglementation, de protection de la santé, etc., ce qui doit être tenu en compte dans la transformation numérique. Ilona, à cette époque, nous voyons un nombre de plus en plus de partenariats dans le domaine de la santé mondiale. En même temps, la santé mondiale devient de plus en plus importante à l'ordre du jour des rencontres mondiales. Alors, puis-je demander quel est votre sentiment? Y a-t-il un risque que les gouvernements et les engagements internationaux coupent l'herbe sous les pieds des OGN et de la société civile? Et dans le contexte de la promotion de la santé, quelle est l'importance de la société civile aujourd'hui? Merci, Mihalia. Alors, je me suis référé un tout petit peu à la réflexion sur la promotion de la santé qui avait été informée ou lancée par les mouvements sociaux. Il y avait le thème de l'autonomisation, de l'outillage en tenant compte des acteurs sociaux. On le voit maintenant, on voit des jeunes personnes qui agissent au niveau de l'action sociale, qui défendent l'environnement. Nous l'avons vu à travers les années. Il y a un ensemble de mouvements de santé. Nous voyons le mouvement NCT. Nous avons le Patient Movement. Les gens disent, qu'est-ce que ça veut dire vivre avec une maladie chronique? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une maladie, avec la tuberculose? Non seulement en termes médicaux, mais également en termes humains, en lui donnant un visage humain, un visage social. Alors, vous savez, le 5e
thème d'action de la Charte d'Ottawa, c'était de réorienter les systèmes de santé. Ça a été l'une des choses les plus difficiles à faire. Impliquer les patients, recruter les patients, entendre leur voix, leur donner un certain pouvoir, partager le pouvoir, l'autorité dans le système de santé avec les patients et les professionnels de la santé. Vous savez que nous avons des projets d'hôpital pour rendre démocratique le système de santé, alors que nous avons fait la promotion pour impliquer davantage les communautés de plusieurs façons. On devrait essayer de voir comment le système de santé lui-même va devenir quelque chose de démocratique. Et là, ça va être meilleur pour la santé de tous, ceux qui sont patients et ceux qui travaillent dans ces hôpitaux. Quand nous parlons de cela, justement, professeur, nous percevons que le thème, le thème traditionnel en ce qui a trait à la santé implique la communauté, implique les foyers de manière traditionnelle. C'est comme ça. Mais ce qui vient à la lumière par rapport à plusieurs stratégies de système de santé, quand nous considérons le Nord et le Sud, c'est l'impact sur les travailleurs de la santé et sur les fournisseurs de santé qui sont très fortement affectés dans leur travail actuellement. Donc, en ce qui a trait à cela, qu'est-ce qui peut aider? Comment est-ce que la promotion peut jouer un rôle? Comment est-ce que la société civile peut jouer un rôle pour aider les travailleurs de la santé, ceux qui travaillent dans un environnement clinique, également ceux qui travaillent dans un secteur non clinique? Véronica, c'est ce que nous avons tenté de faire avec notre approche. Nous avons dit il y a un contexte où la santé est possible, là où les gens vivent, travaillent et ont des loisirs. Alors, ça fait partie des déterminants sociaux de la santé. On a dit, si nous prenons un environnement comme une école, un environnement, un foyer pour personnes âgées, etc., nous devons considérer cela comme un système dynamique d'interaction. Ces systèmes ne peuvent travailler pour la promotion de la santé que si les conditions de travail sont bonnes, si l'interaction, si la communication entre les enseignants et les étudiants en impliquant les parents et la communauté dans les écoles. Ça, c'est dans les écoles. C'est la même chose pour les systèmes de santé, pour les centres de soins primaires, les hôpitaux, les centres d'urgence. Et nous l'avons vu dans le cadre du COVID-19, sans une interface entre la communauté et le système de santé, sans une compréhension de quand on doit aller au système de santé, quand on doit prendre soin de soi, sans comprendre que l'on doit prendre soin des autres. Je crois que qu'une composante essentielle dans notre réflexion par rapport à la santé, c'est que ce n'est pas ce n'est pas d'abord à moi seulement, mais c'est tous ensemble, c'est nous tous. Et on parle toujours de solidarité. Au début de la COVID, nous avons vécu une certaine solidarité, de nous aider mutuellement. Et je crois que la promotion de la santé, cette réflexion tente de... Nous avons une responsabilité où nous pouvons l'influencer. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire pour notre propre santé, mais plus important encore, c'est la solidarité au niveau de la santé, que nous puissions nous protéger mutuellement et de, que nous avons tous des droits à la santé. Merci beaucoup, Ilona. Et ma dernière question nous amène un peu en arrière dans cette pandémie, mais aussi, nous parlons souvent de solidarité. Nous voyons que pendant cette pandémie, le rendement du système est sur le point d'éclater. Il y a des fermetures, il y a beaucoup d'intentions politiques dans les décisions. Dans la solidarité internationale, pourquoi est-ce que le
confinement de plusieurs de nos nations, malgré ce que la population en pense. Que voyez-vous au niveau de la promotion de la santé dans cette situation? Bien sûr, c'est un très grand défi et surtout un défi pour les politiciens et leur engagement envers l'Organisation mondiale de la santé. Et ces engagements sont d'une nature différente. Ce peut être des engagements très politiques, mais aussi il doit y avoir des engagements financiers. Nous avons besoin de 35 millions pour COVAX pour nous assurer que tout le monde soit vacciné. Donc, il y a beaucoup de ces mouvements de solidarité qui se passent présentement et nous voyons deux choses à la fois, en fait, présentement. Certains joueurs qui sortent du multilatéralisme, mais plusieurs autres acteurs, des États et de la société civile, et même des entreprises privées qui nous disent, nous avons besoin de ce système multilatéral. Nous devons entrer en mode protection et aller de l'avant. Une partie de cela comprend la réforme et le rôle de la société civile, par exemple, pour les réformes dans l'Organisation mondiale de la santé, la réglementation au niveau de la santé, ce sont toutes des choses importantes. Et nous revenons à la santé et les enjeux économiques qui doivent être traités aussi. Par exemple, dans le G20, nous assurer que nous avons des annulations de dettes, par exemple. Mais une chose importante demeure, c'est que ce genre d'action non seulement doit se produire à l'échelle internationale, ça doit se produire à l'échelle nationale aussi. C'est important pour la société civile, mais aussi pour les parlementaires, surtout d'envoyer un message. Nous voulons que vous souteniez l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons que vous souteniez le multilatéralisme et la solidarité mondiale. Et chacune de ces voix est importante à cet égard. Merci beaucoup pour vos perspectives, professeur Kekouche. Nous allons démontrer que la promotion de la santé a une très grande responsabilité dans ces moments difficiles. Alors, la promotion de la santé mondiale est différente ici, bien sûr. Cela avait été remis plus tard en 1986. Mais de faire de la représentation et de promouvoir la santé, c'est plus important que jamais. Oui, au niveau de la société civile, pour les gens, pour les communautés, pour voir quel progrès peut être fait. Merci beaucoup, Ilona. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir permis cet entretien. Nous l'avons beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci, Mihaly. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Dear Bernard, dear Gabriella. Bonjour Bernard, Gabriella, messieurs, dames, collègues et amis. Le monde apprend de la manière difficile. Pour ce forum, nous savons qu'il y a 1 million de personnes qui ont perdu la vie par rapport à cause de la COVID-19. Il y en aura d'autres. Cette pandémie est issue des décisions au niveau du commerce et les risques à la santé publique n'avaient pas été pris en compte. Une approche de politique aurait pu empêcher la catastrophe économique la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. La réponse de la santé publique basée sur des principes de santé publique qui ont beaucoup, nous y avons contribué par la promotion de la santé, sauve des vies maintenant dans les pays qui suivent ces recommandations.
Soyez les premiers, soyez crédibles, soyez empathiques. Voilà comment nous devons travailler pour une réponse pendant une pandémie. Nous savons quoi faire et comment le faire. Dr. Tedros, il est directeur général et si vous politisez une épidémie, vous allez voir davantage de corps. Ces pays qui n'ont pas écouté payent le prix maintenant. Chers collègues, amis, nous faisons face maintenant à une nouvelle phase dans cette épidémie. Dans les mois précédents, nous avons vu une diminution de la conformité des gens avec les mesures de santé publique, bien que la plupart se sont conformés pendant la première phase de la pandémie et pendant la fermeture. Maintenant, les gens prennent la distanciation physique et l'étiquette respiratoire et la désinfection à la maison et l'hygiène moins sérieusement. Les masques sont souvent portés de façon inappropriée. En bref, les gens sont tannés. La perception du risque pour les gens semble avoir s'être déplacée à une phase de désensibilisation. Et donc, il y a un accroissement du risque de transmission. Et cela est alarmant. D'apprendre de l'histoire de la grippe espagnole, c'était la 3e vague qui a tué davantage de gens. De plus, nous devons anticiper des comportements sociaux une fois un vaccin sera disponible. Aussi, il y a un risque de perturbation sociale encore davantage causé par une très grande demande et de l'autre côté, par ceux qui sont hésitants au vaccin et même non seulement hésitants, mais résistants. La science et malgré la science évidente à cet égard partout dans ce monde, bien que certaines personnes n'apprécient pas la priorisation de la vaccination basée sur des principes éthiques et sur des données probantes au niveau de la santé, il y a aussi un lobby anti-vaccin. Ensuite, les messages au niveau de la santé publique pour le 21e siècle, c'est compliqué avec l'accès aux médias sociaux et à l'Internet, et aussi un déclin dans la confiance dans les autorités et les institutions. Le public et les communautés ont des répercussions par rapport à cette situation endémique par rapport à la pandémie. Il y a de désinformation, des rumeurs et des connaissances basées sur des données probantes. La plupart des connaissances que les individus et les communautés reçoivent proviennent de sources nationales et internationales avec très peu de traduction et de transformation dans leur réalité locale. La COVID-19 est un appel à l'ordre pour le monde entier. Nous en avions reçu auparavant dans d'autres situations que nous n'avons pas écoutées. La H1N1, il y a 20 ans, il y a 10 ans, l'Ebola, il y a 5 ans, et maintenant la COVID-19. Bien sûr, il y a eu des examens après chacune de ces épidémies et des recommandations très pertinentes ont été faites en 2011. Le suivi a été plus ou moins bien fait. Les pays ont évalué leurs forces et leurs faiblesses et ils ont trouvé que le monde n'était pas préparé pour la prochaine épidémie et ils ont laissé ça là. Afin de prévenir une autre pandémie, nous devons faire des changements drastiques et globaux dans la façon dont nous organisons en tant que société et comment incorporer des décisions dans différents secteurs. Ces épidémies ont toujours eu quelque chose à faire avec comment nous avons piloté l'urbanisation, comment nous avons restreint la distance entre le monde animal et nous en tant qu'humains. Le résultat, c'est que les virus sont transmis des animaux aux humains. Et de plus, il y a plusieurs autres risques dans ce monde qui pourraient mener à une épidémie ou une autre pandémie.
si nous n'arrivons pas à gérer les causes de tout ça, il y a une très grande probabilité que nous aurons une autre pandémie qui pourrait être pire. Qu'est-ce que la promotion de la santé pourrait contribuer à cela? Nous allons apprendre de cette crise. Nous avons développé des instruments importants dans la promotion de la santé depuis 35 ans. Nous pouvons offrir notre expérience et développer des politiques en santé publique qu'on appelle maintenant des politiques à multiniveau qui tient compte des besoins des gens. Une telle approche qui a été développée par la promotion de la santé. Maintenant, le secrétaire général Antonio Guterres aux Nations Unies, ça vient juste d'être adopté à l'Assemblée des Nations Unies. Nos années d'expérience dans la promotion de la santé deviennent importantes maintenant pour nos sociétés après cette crise. Cela démontre que les décideurs, lorsqu'ils appliquent des instruments au niveau de la santé publique, connaissent maintenant les conséquences de leurs actions sur le public et sont mieux en mesure d'arriver à un compromis pour apporter des résultats basés sur des valeurs. Comment appliquer ces instruments au niveau de la santé pendant une pandémie dans une situation de réponse à l'urgence? Nous ne pouvons le faire sans la participation du public. L'acceptation des professionnels de la santé de l'extérieur était très, très basse. Dans la République démocratique du Congo, nous avions utilisé des instruments au niveau de la santé avec les communautés sur les sites et cela a mené à davantage de conformité. Par exemple, pour des quarantaines. La co-conception au niveau de ces mesures de la santé et d'adapter cela dans des contextes locaux, c'est important pour la réponse que nous avons pour ces urgences. La participation locale est une façon de générer un sentiment d'appartenance à ces efforts. L'engagement social nous assure que les experts en santé publique écoutent les besoins des gens. Les mécanismes d'empowerment sont des instruments pour nous assurer que les gens veulent et peuvent exprimer leur point de vue et maintenir le contrôle sur leur propre santé. Nous ne pouvons nous fier à des solutions rapides. Nous réalisons maintenant qu'il faudra du temps avant que le vaccin soit développé, qu'il soit disponible. Rien de cela ne peut être fait du jour au lendemain. Le développement de vaccins, c'est quelque chose de très complexe. La communauté globale apprend présentement que ce virus ne peut être contenu sans impliquer les gens à le combattre. Non plus peut ce virus être contenu sans l'engagement local, sans les parties prenantes, sans une littératie au niveau de la santé, donc sans les instruments classiques de la promotion de la santé. Et les épidémiologistes fournissent les données et préparent des mesures de quarantaine. Mais, par exemple, une conformité accrue par rapport à ces mesures amène ensemble les intérêts variés. Voilà la tâche de la promotion de la santé. Considérons les propositions conflictuelles pour que l'économie démarre plus rapidement ou que la vie reprenne son cours rapidement. Et considérer cela contre les risques d'une deuxième ou une troisième vague de la COVID-19, que ces intérêts soient considérés dans leur ensemble et communiquer et interagir avec différents groupes d'intérêts. Ce sont des voies vers la promotion de la santé où nous devons développer des instruments, des outils convenable. La littératie au niveau de la santé, que les gens sachent comment évaluer les risques à la santé correctement pour qu'ils puissent agir de façon responsable. Chers collègues, de traiter les risques à la santé, c'est un côté de la médaille. L'autre côté de la santé, la promotion de la santé, c'est où nous pouvons créer la santé et le mieux-être. Alors, considérons ceci pendant un instant.
À la base, nous pouvons offrir une nouvelle façon de favoriser le développement. La croissance économique seule n'est pas efficace au niveau d'équité, universalité, les droits humains et la durabilité. La santé ne sera pas en mesure non plus d'unir différents secteurs avec des agendas complètement différents. Dans la promotion de la santé, nous avons appris à être à l'écoute de ces différents centres d'intérêt, de comprendre leurs agendas. Une perspective de la santé aide à identifier des terrains communs qui servent de base pour négocier à travers les secteurs. Mais plusieurs pays présentement démontrent que le mieux-être est un fondement beaucoup plus propice pour arrimer les agendas. Considérez l'Écosse, la Nouvelle-Zélande. Ces pays établissent des objectifs de mieux-être et les différents secteurs doivent démontrer comment ils vont contribuer à cela s'ils veulent recevoir leur part du budget. OCDE a déterminé une façon de le mesurer. Cette approche, basée sur le mieux-être, donne des impacts économiques positifs. À l'OMS, nous apportons la connaissance mondiale par rapport au mieux-être ensemble. Il est temps que la promotion de la santé soit mise de l'avant pour ce développement. Nous allons mettre l'accent sur le mieux-être pour le thème du 10e Congrès mondial de la promotion de la santé, avec lequel nous voulons célébrer 35 ans à Ottawa. Merci. Videos of Dr. Deborah Zeus, Ilona Ilona Pictush. Nous allons maintenant demander vos commentaires. Merci beaucoup, Wendy. Bonjour à tous. Donc, les déclarations du professeur sont très convaincantes du fait qu'il est nécessaire et que ça vaut la peine d'aller de l'avant avec les concepts de base de la Charte d'Ottawa. Et alors, il y a 44 ans, il semblait facile de répondre à ce genre de choses et que c'était facile de faire des choix pour la santé. Aujourd'hui, à cause des effets de la mondialisation, nous avons un environnement plus difficile. Comme nous avons entendu, nous vivons dans une société mondiale définie par l'accumulation des risques. Et l'écologie, il y a des pandémies, il y a des enjeux au niveau social, des éléments biochimiques, etc. Et tous ces éléments sont interconnectés et se nourrissent les uns les autres. Des représentations à cet égard veulent y ajouter les dynamiques et les transformations sociales. La promotion dans ce contexte a démontré que tout cela requiert une stratégie de santé publique qui inclut la combinaison des déterminants sociaux dans leur approche, mais aussi le empowerment au niveau des communautés et des individus. Le vaccin à venir ne vaudra rien si les gens ne comprennent pas la signification de cela. La promotion de la santé doit tout faire pour pouvoir gérer la pandémie avec une politique qui ne laisse personne derrière. Et comme Ridiger a dit, cela fait partie de l'agenda du 10e congrès de promotion de la santé. Cette pandémie n'est pas seulement une cible en soi. Avec la détérioration des conditions de vie et de la sécurité,
nous avons une valeur accrue pour le mieux-être et les gens veulent s'y rapprocher davantage et la promotion de la santé doit aussi suivre cette voie. Merci. Merci beaucoup, Mihaly. Et j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, si vous avez des questions pour nos orateurs. Alors que vous le faites, je vais envoyer une question à Dr. Crack. Je me pose la question basée sur les conditions actuelles et les possibilités de collaboration et aussi basée sur la participation à plus grande échelle lorsqu'on parle d'une seule santé, une santé unique, notre dialogue nord-sud, l'hémisphère sud. Pouvez-vous nous donner des commentaires par rapport au genre de consultation et d'engagement auquel vous vous attendez pour la promotion de la santé et la gestion de cette pandémie pour la suite des choses? Alors, bonjour à tous. Wendy, je crois que c'est une question très importante parce que, comme je l'ai dit, on parle de co-conception. C'est d'écouter les parties prenantes et de faire en sorte que les voix soient entendues afin de pouvoir traduire l'orientation nationale et internationale dans les communautés locales. Et c'est ce que nous tentons de faire à l'OMS pour favoriser cette co-conception dans la réponse à la COVID-19. Alors, pour les autres organisations internationales, lorsqu'on parle de recommandations pour comment certaines choses peuvent rester ouvertes, par exemple, c'est un secteur très important où nous ne voulons pas voir une autre fermeture, par exemple pour les écoles. Cela veut dire que les orientations, les recommandations, c'est pour... nous voulons travailler avec chacune des écoles. C'est pour cette raison que nous avons travaillé avec nos collègues de l'UNICEF, mais aussi avec des départements d'éducation et de santé, les réseaux dont nous faisons usage présentement, toutes sortes d'écoles de promotion de la santé à l'échelle mondiale, jusqu'aux enseignants dans les écoles primaires, les parents, les étudiants et les gens qui travaillent dans ces écoles, pour qu'ils puissent considérer comment les orientations internationales peuvent traduire les choses dans votre propre environnement scolaire. Et cela a démontré sa réussite. C'est une longue trajectoire, si vous voulez, pour commencer d'une école individuelle jusqu'au niveau mondial, mais cela a fonctionné pour la réouverture de certaines écoles, les écoles qui ont participé dans cet effort. Mais en même temps aussi, lorsqu'on considère refermer les écoles ou laisser les écoles ouvertes, cela peut avoir une incidence importante sur cette décision. Merci beaucoup. J'aimerais offrir à Bernard Kurdazia, le président de l'Alliance de la promotion de la santé, de nous répondre de l'hémisphère sud par rapport à la capacité de l'Alliance pour assister avec cet engagement. Et j'ai très hâte à notre prochaine séance. Nous allons terminer après cette réponse. Merci beaucoup à tous. Merci, Wendy. Premièrement, laissez-moi débuter en disant que c'est très encourageant lorsqu'on voit et qu'on entend ce que le directeur général, Dr. Tedros, et ce que Dr. Kress a dit de l'OMS, ce qu'ils ont partagé avec nous aujourd'hui. C'était encourageant parce que, premièrement, je vois qu'ils apportent vraiment une perspective analytique par rapport à partir de leur expérience récente avec la pandémie. C'est très clair
qu'il y a certainement des leçons que nous pouvons en retirer et des renforcements aussi. Nous tentions auparavant de croire ce que nous pensions faire ou croire. C'est très encourageant. Et surtout, où vous avez mentionné le besoin de consultation, d'habiliter les communautés et les individus et le besoin de solidarité. Et j'ai surtout aimé la déclaration, l'expression co-conception. Donc, il y a une approche d'identifier les difficultés, mais comment les résoudre aussi. Alors, j'ai été très encouragée par le renforcement en lien avec la santé publique, encore une fois, et aussi par le renforcement du concept et de la discipline et de la mentalité de la promotion de la santé. Je voulais dire, en tant que société civile, nous aimerions vraiment écouter ces signaux et fonctionner et marcher dans la même direction de l'OMS pour avoir des impacts mutuels combinés. Merci beaucoup, Bernard. Merci à tous les participants sur ce panel. S'il vous plaît, restez avec nous pour notre prochaine séance sur l'organisation de la société civile pour la promotion de la santé. Je vous invite tous à continuer à vous engager via ce forum avec l'application où vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez inscrire des messages essentiels et nous allons pouvoir partager avec vous davantage ce midi pour l'élaboration d'une déclaration de consensus. Nous vous invitons à, nous tenons à co-concevoir avec vous, avec notre audience à l'échelle mondiale pour cette activité partout dans le monde en réponse à cette pandémie et pour la suite des choses. Merci.